Lorsque la femme d'affaires influente Livia Monteiro s'arrête pour aider un garçon perdu à São Paulo, elle ignore qu'il est la clé d'un passé qu'elle a enterré il y a des décennies. Un seul nom, Vale do Cedro, la force à affronter, de vieux secrets, un amour perdu et une vérité qui change tout. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin projetait une lueur dorée sur les toits de São Paulo, tandis que Livia Monteiro traversait résolument le hall de Monteiro Enterprises. À 56 ans, son élégance imposait le respect. Cheveux foncés, striés d'argent coupés court, tailleur pantalon marine et posture assurée d'une femme qui avait bâti un empire de rien. « Bonjour, Madame Monteiro », dit le gardien, de sécurité en hochant respectueusement la tête. Livia répondit par un bref sourire. Son esprit était déjà en ébullition face au programme de la journée. Une réunion du conseil d'administration à 9 heures, des conférences téléphoniques avec des investisseurs internationaux et la révision finale d'une fusion de plusieurs millions de dollars. Dans l'ascenseur, elle vérifia ses messages sur son téléphone. Son assistante, Renata, avait déjà envoyé le calendrier de réunion mis à jour et plusieurs emails urgents nécessitant une attention immédiate. Les portes s'ouvrirent directement sur l'étage des cadres où Renata attendait. Tablette à la main. « Bonjour, Madame Monteiro. Les membres du conseil d'administration arrivent et Monsieur Santos a appelé pour dire qu'il aura 10 minutes de retard. » Livia hocha la tête. « Dites-lui de ne pas venir s'il ne peut pas être à l'heure. Et apportez-moi les derniers rapports de marché. Déjà sur votre bureau, » répondit Renata, habituée au style exigeant de sa patronne. À midi, Livia avait conclu un marché de plusieurs millions de dollars, licencié un cadre sous-performant et approuvé les plans d'un nouveau centre commercial. Pendant 25. Cela avait été sa vie. Réunion, décision, pouvoir. Les émotions étaient un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, pas depuis qu'elle avait quitté Vale do Cedro. Après la dernière réunion, elle sentit un mal de tête se former, à derrière ses yeux. « Je vais déjeuner », dit-elle à Renata. « Annulez mon rendez-vous d'1 heure. Mais Madame Monteiro, c'est avec le bureau du maire concernant le... Reprogrammez-le, dit fermement Livia. J'ai besoin d'air. » Devant l'imposant bâtiment en verre, qui portait son nom, Livia se dirigea vers un petit café situé à 2 pâtés de maison. Ce n'était pas luxueux, mais il avait le meilleur café du quartier des affaires et des fenêtres qui lui permettaient d'observer la ville animée sans être dérangée. Elle commanda un café noir et un sandwich simple, puis s'assit à sa table habituelle dans un coin. Tout en sirotant son café, elle regardait les gens se précipiter, des hommes et des femmes qui lui ressemblaient tellement, tous pris au piège de leurs vies importantes, à peine conscients du monde qui les entourait. Quand avait-elle regardé? Le ciel pour la dernière fois? Ou écouté de la musique qui ne jouait pas en arrière-plan d'un événement d'entreprise? Même son appartement en attique, avec sa vue spectaculaire sur la ville, ressemblait plus à un hôtel qu'à une maison. Après avoir terminé son déjeuner, Livia décida de rentrer au bureau à pied au lieu d'appeler son chauffeur. L'après-midi était agréable et elle avait besoin de se vider la tête avant de se replonger dans le travail. Alors qu'elle approchait du passage pour piétons près de son immeuble, quelque chose attira son attention. Une petite silhouette était assise blottie sur le trottoir en face du terminal de bus. C'était un garçon, peut-être âgé de 10 ou 11 ans, vêtu de vêtements poussiéreux et sans chaussures. Mais ce n'était pas son apparence qui fit s'arrêter Livia. C'était l'intensité de son regard, alors qu'il fixait le bâtiment du terminal. Elle aurait dû continuer à marcher. Elle avait des réunions auxquelles assister, des marchés à conclure. Mais quelque chose dans l'expression du garçon l'attira. Traversant la rue, Livia s'approcha de lui. « Vous attendez quelqu'un » demanda-t-elle. Le garçon leva les yeux, surpris. Il avait de grands yeux bruns qui semblaient plus vieux que son âge. Il secoua la tête. « Je veux partir, mais je n'ai pas d'argent pour le billet. » Quelque chose dans sa voix, dans le caractère direct de son « Tes regards » frappa Livia. Elle avait bâti sa carrière en lisant les gens, en sentant quand quelque chose était important. « Où voulez-vous aller » demanda-t-elle. Le garçon hésita, comme s'il pesait s'il devait lui faire confiance. « N'importe, où loin d'ici ?» Livia fut surprise par ce qu'elle fit ensuite. « Attendez, ici » dit-elle, et alla au guichet du terminal. 5 minutes plus tard,
Elle revint avec un billet et un petit sac de nourriture qu'elle avait acheté à un vendeur. « Voici, dit-elle, en les remettant au garçon. Maintenant, vous pouvez voyager. Où voulez-vous aller ?» Le garçon prit le billet, un timide sourire se répandant sur son visage. À Valle do Cedro. Livia eut l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. Valle do Cedro. Le nom tonna dans son esprit, déclenchant un flot de souvenirs qu'elle avait passé des décennies à essayer d'oublier. « Qu'avez-vous dit ?» chuchota-t-elle, sa sérénité habituelle brisée. « Valle do Cedro » répéta. Le garçon semblant confus par sa réaction. « Y a-t-il un problème ?»« Valle do Cedro, l'endroit où elle était née, où elle avait vécu jusqu'à la tragédie qui avait détruit sa famille il y a 30 ans. L'endroit où elle avait juré de ne plus jamais retourner. » Le cœur battant, Livia regarda le garçon. « Pourquoi avez-vous choisi cet endroit ?» Il haussa les épaules. « Ma mère a dit que lorsque je serai grand, c'est là que je trouverai la vérité sur qui je suis. » Un frisson parcourut l'échine de Livia. « Qui est votre mère ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable. Elle s'appelait Clara. « Elle est morte le mois dernier, » dit le garçon, les yeux baissant vers le sol. « Elle m'a laissé une lettre à propos de Valle do Cedro, mais ensuite mon oncle l'a déchirée. Il a dit que c'était tous des mensonges. » Clara. Le nom ne signifiait rien immédiatement pour Livia, mais Valle do Cedro était une petite ville. Si cette Clara avait su quelque chose sur le passé de Livia, « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « Miguel » répondit-il, « Miguel Santos. » Santos était un nom de famille courant, mais Livia ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que cette rencontre n'était pas une coïncidence. Dans sa vie professionnelle, elle n'avait jamais cru au destin ou à la fatalité. Tout était planification, stratégie et action. Mais ceci était différent. Qu'y avait-il dans la lettre, Miguel? Qu'a-t-elle dit à propos de Val? Do Cedro. Le visage de Miguel se rembrunit. Pas grand-chose. Juste que ma vraie famille est là-bas, que quelqu'un là-bas pourrait me dire la vérité. Son jeune visage se durcit. Mon oncle a dit que ma mère était folle, qu'il n'y a pas de famille qui m'attend. Mais je ne le crois pas. Il veut juste l'argent que le gouvernement lui donne pour s'occuper de moi. L'esprit de Livia s'emballa. Elle devrait s'en aller, ce n'était pas son problème. Elle avait un empire à diriger, des réunions auxquelles assister. Mais les mots « Valle do Cedro » avaient ouvert une porte qu'elle avait gardée fermée. Pendant 30 ans, une porte sur les souvenirs de ses parents, de son jeune frère Ricardo et de la terrible nuit qui avait tout pris. « À quelle heure est votre bus ?» demanda-t-elle. « Dans 1 heure, » dit Miguel en regardant son billet. Livia prit une décision qui changerait tout. Elle sortit son téléphone et appela Renata. « Annulez tous mes rendez-vous pour la semaine prochaine, » dit-elle, ignorant le souffle de choc de son assistante. « Et réservez-moi une voiture de location. Je la récupérerai dans 1 heure. Madame Monteiro, vous ne pouvez pas. La réunion du conseil d'administration de demain, dites-leur que quelque chose s'est passé. Une urgence familiale. Famille. » Le mot semblait étrange sur ses lèvres. Elle ne l'avait pas utilisé en référence à elle-même depuis des décennies. Après avoir raccroché, Livia regarda Miguel. « Je vais aussi à Valle do Cedro. Voulez-vous que je vous y emmène au lieu de prendre le bus ?» Les yeux de Miguel s'écarquillèrent de suspicion. « Pourquoi feriez-vous ça ?»« Parce que je suis née là-bas, » dit Livia, les mots se sentant comme des pierres dans sa bouche. « Et peut-être que j'ai besoin de trouver une vérité aussi. » 1 heure plus tard, Livia était assise au volant d'un SUV de location avec Miguel à côté d'elle sur le siège passager. Elle lui avait acheté de nouvelles chaussures et une veste dans un magasin près du terminal. Le garçon avait été réticent au début, mais la faim et la promesse de réponse avaient eu raison de sa prudence. Alors qu'ils laissaient la ville derrière eux, Livia sentit un poids peser sur sa poitrine. Pendant 30 ans, elle avait construit des murs autour de son passé, canalisant toute son énergie pour créer Monteiro Enterprises. Maintenant, elle retournait directement au cœur de tout ce qu'elle avait essayé d'oublier. « Combien de temps faudra-t-il pour y arriver ?» demanda Miguel, brisant le silence. « Environ 5 heures, » répondit Livia. « Nous devrions arriver avant la nuit. Y êtes-vous retourné depuis que vous êtes parti ?»« Non, » dit-elle sèchement. « Jamais. » Miguel sembla sentir sa réticence à parler et se tut, observant le paysage changer alors qu'ils laissaient l'étalement urbain derrière eux. L'esprit de Livia dériva vers son enfance à Valle do Cedro. C'était une vie simple,
Son père possédait un petit magasin de quincaillerie, sa mère enseignait à l'école locale. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient heureux, jusqu'à cette nuit où elle avait 26 ans, où tout avait changé. Elle avait quitté la ville le lendemain, ne portant que son chagrin et une détermination farouche à ne plus jamais être aussi vulnérable. Elle avait changé son nom. D'Olivia à Livia avait déménagé à São Paulo et par une pure volonté et une intelligence exceptionnelle, avait transformé Monteiro Enterprises d'un petit bureau immobilier en un géant corporatif. Personne dans sa vie actuelle ne connaissait Val do Cedro. Personne ne connaissait l'incendie qui avait coûté la vie à ses parents et à son frère. Personne ne connaissait les accusations qui avaient suivi, les murmures dans la ville, selon lesquels ce n'avait peut-être pas été un accident. Maintenant, 30 ans plus tard, elle retournait. À cause d'un garçon qui affirmait que sa mère savait quelque chose sur le passé de Livia. C'était de la folie. Pourtant, elle ne pouvait ignorer l'appel, le sentiment lancinant que c'était en quelque sorte destiné à arriver. « Vous avez dit que votre mère s'appelait Clara », dit Livia après qu'ils eurent roulé pendant 1 heure. « Clara Santos ?» Miguel hocha la tête. « Mais mon oncle a dit que ce n'était pas son vrai nom. Il a dit qu'elle l'avait changé lorsqu'elle est arrivée à São Paulo. » Une autre pièce du puzzle. « Et votre père ?» Miguel haussa les épaules. « Je ne l'ai jamais connu. Maman a dit qu'il était mort avant ma naissance. » Livia fronça les sourcils, essayant de se souvenir s'il y avait eu des Clara à Val do Cedro lorsqu'elle y vivait. La ville était petite, seulement quelques milliers d'habitants. Mais 30 ans, c'est long. Les gens déménagent, les noms changent. « Connaissez-vous quelqu'un à Val do Cedro ?» demanda-t-elle. Miguel secoua la tête. « Non, maman ne m'y a jamais emmené. Elle a toujours dit qu'elle le ferait un jour, mais ensuite, elle est tombée malade. Qu'est-ce qu'elle vous a dit sur la ville ? Pas grand-chose. Juste que c'était paisible, qu'il y avait un grand cèdre sur la place de la ville, et que quelqu'un là-bas connaissait la vérité sur notre famille. » Livia hocha la tête. L'ancien cèdre était toujours là dans ses souvenirs, ses branches massives s'étendant sur la place où elle avait joué enfant. Au fil des kilomètres, Livia avait l'impression de rouler non seulement vers Val do Cedro, mais aussi dans le passé. Retour à la personne qu'elle avait été avant que la tragédie et l'ambition ne la remodèlent. 3 heures après le début du voyage, ils s'arrêtèrent dans un restaurant routier pour un déjeuner tardif. Miguel mangea avec appétit et Livia réalisa qu'il n'avait probablement pas pris de repas convenable depuis des jours. « Où avez-vous vécu depuis la mort de votre mère ?» demanda-t-elle. « Chez mon oncle Roberto », répondit Miguel, son expression s'assombrissant. « Il n'aime pas me voir. Il dit que je ne suis qu'une bouche de plus à nourrir. »« Et c'est le frère de votre mère ?» Miguel secoua la tête. « Non, il était marié à ma tante Lucia. Elle est morte il y a 2 ans. Ce n'est pas vraiment mon oncle du tout. » Les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas. Pourquoi la mère de ce garçon l'aurait-elle envoyé à Val do Cedro? Quel lien pouvait-elle avoir avec le passé de Livia? À l'approche de Val do Cedro, le paysage devint plus familier, des collines vallonnées et couvertes de fermes, des pans de forêt, et enfin, la vue de la vallée qui avait donné son nom à la ville. Livia sentit ses mains se resserrer sur le volant en passant devant le panneau de la ville. Bienvenue à Val do Cedro, population 5612. C'était plus grand qu'à son départ, mais toujours une petite ville selon toutes les normes. La rue principale avait l'air presque identique, une rangée de boutiques, la mairie, et là, au centre de la place, l'imposant cèdre, encore plus grand que dans ses souvenirs. Elle gara la voiture, près de la place le cœur battant. « Nous y sommes », dit-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Miguel colla son visage à la vitre, observant la ville qui détenait soi-disant les réponses concernant son identité. « Ça a l'air calme », dit-il. « Ça l'a toujours été », répondit Livia. Elle prit une profonde inspiration. « Trouvons un endroit où dormir pour la nuit. Demain, nous pouvons commencer à chercher, quoi que ce soit que nous cherchons tous les deux. » Alors qu'ils sortèrent de la voiture, un homme âgé qui passait s'arrêta et fixa Livia, les yeux s'écarquillant en signe de reconnaissance. « Olivia » dit-il avec incrédulité. « Olivia Mendes, c'est vraiment vous ?» Livia se figea. Personne ne l'avait appelée par ce nom depuis 30 ans. Elle se tourna lentement vers l'homme, réalisant avec un choc qu'il s'agissait de M. Teixeira, qui avait possédé la boulangerie à côté de la quincaillerie de son père. « Je m'appelle Livia maintenant, » dit-elle sèchement.
Livia Montero. Le vieil homme secoua la tête avec émerveillement. Après toutes ces années, je n'aurais jamais pensé que vous reviendriez. Son regard se porta sur Miguel. Et qui est ce jeune homme? Avant que Livia ne puisse répondre, Miguel fit un pas en avant. Je suis Miguel Santos. Je cherche ma famille. Les yeux de M. Teixeira passèrent du garçon à Livia et retournèrent sur le garçon, une étrange expression traversant son visage ridé. « Santos, dites-vous » murmura-t-il. « C'est intéressant. Très intéressant, en effet. » Livia ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la brise du soir. Quels que soient les secrets que Val do Cedro détenait, elle avait le sentiment qu'ils allaient bientôt être révélés, qu'elle soit prête ou non. Le petit hôtel à la périphérie de la ville était exactement comme Livia s'en souvenait, 2 étages de murs blanchis à la chaux et de volets bleus. Enfant, elle s'était toujours demandé qui y séjournait, car Val do Cedro avait rarement des visiteurs. Maintenant, elle savait. Des gens comme elle, revenant pour affronter leur passé. « Une chambre ou 2 ?» demanda la femme âgée à la réception, les yeux curieux derrière d'épaisses lunettes. « 2 chambres communicantes, s'il vous plaît, » répondit Livia, remarquant comment la femme étudiait son visage, essayant de la placer après. Avoir signé le registre sous le nom de Livia Montero, elle guida Miguel à l'étage jusqu'à leur chambre. Le garçon était resté silencieux depuis leur rencontre avec M. Teixeira sur la place. « As-tu faim ?» demanda-t-elle, alors que Miguel explorait sa chambre simple mais propre. Il secoua la tête. « Pas vraiment, juste fatigué. » Puis il se tourna vers elle, son jeune visage sérieux. « Cet homme vous connaissait. Il vous a appelé Olivia. » Livia s'assit au bord du lit. « C'était mon nom avant que je ne le change. Pourquoi l'avez-vous changé ?» Elle envisagea de détourner la question, mais opta pour l'honnêteté, parce que je voulais laisser tout ce qui concernait cet endroit derrière moi. « Que s'est-il passé ici? Quelque chose de mauvais ?» La perception de Miguel la troubla. « Oui, » dit simplement Livia. « Quelque chose de très mauvais. Mais c'était il y a longtemps. » Miguel hocha la tête comme si sa réponse vague avait confirmé quelque chose. « Ma mère a dit que les gens de cette ville gardent des secrets. C'est pourquoi elle ne m'y a jamais amené elle-même. » Livia ressentit un frisson. « Qu'est-ce que votre mère vous a dit d'autre à propos de Val do Cedro? Que la famille de mon père vivait ici, que c'étaient des gens importants. » Il fit une pause. « Et que quelqu'un ne voulait pas que je sache qui ils étaient. » Les implications planaient dans l'air entre eux. Val do Cedro avait toujours été une ville de vies interconnectées, où chacun connaissait les affaires de chacun, ou du moins le pensait. « Repose-toi, » dit Livia en se levant. « Demain, nous commencerons à chercher des réponses. » Après que Miguel se soit installé, Livia s'assit près de la fenêtre de sa propre chambre, regardant les contours familiers des collines contre le ciel qui s'assombrissait. Pendant si longtemps, elle avait repoussé tous les souvenirs de cet endroit dans les coins les plus profonds de son esprit. Maintenant, ils affluaient, jouant sur la place de la ville enfant, travaillant dans la quincaillerie de son père adolescente, la voix douce de sa mère, le rire de son frère Ricardo. Puis, l'incendie, les accusations, les chuchotements. Son téléphone sonna, l'attirant de ses sombres pensées. C'était Renata, son assistante. « Madame Montero, le conseil exige de savoir où vous êtes. Monsieur Almeida menace d'organiser une réunion d'urgence pour discuter de votre absence. » Livia soupira. Sa décision impulsive de venir à Val do Cedro pourrait lui coûter le contrôle de son entreprise si elle ne faisait pas attention. « Dites-leur que je gère une urgence personnelle. Je serai de retour la semaine prochaine. »« Mais Madame Montero, occupe-toi simplement de ça, Renata. C'est pour ça que je te paie. » Elle termina l'appel, sachant qu'elle était injuste envers son assistante loyale. Le lendemain matin, Livia se réveilla tôt. Pendant un instant, elle fut désorientée par la chambre inconnue, le son des coqs qui caquetaient au loin. Puis, la réalité la rattrapa. Elle était à Val do Cedro, avec un garçon qui prétendait que sa mère l'avait envoyé ici pour trouver sa famille. Après une douche rapide, elle frappa à la porte de Miguel. Il était déjà habillé, assis sur le lit avec un air d'attente. « Prêt pour le petit déjeuner ?» demanda-t-elle. Ils mangèrent dans la petite salle à manger de l'hôtel, du pain frais, du fromage et un café fort pour Livia, tandis que Miguel dévora une assiette d'œufs et de saucisses. « Où allons-nous commencer à chercher ?» demanda Miguel entre 2 bouchées. Livia réfléchissait à cette question toute la nuit. « D'abord,
Nous avons besoin de plus d'informations sur votre mère. Vous avez dit que son nom était Clara Santos, mais votre oncle a mentionné qu'elle l'avait changé. Savez-vous comment elle s'appelait à l'origine? Miguel secoua la tête. Non, l'oncle Roberto a juste dit qu'elle avait fui sa famille quand elle était jeune, qu'elle se cachait toujours de quelque chose. Quel âge avait votre mère lorsqu'elle est morte? Miguel réfléchit un instant. 42 ans, elle est tombée malade d'un cancer. Livia fit le calcul mental. Si Clara avait 42 ans lorsqu'elle est morte le mois dernier, elle aurait eu environ 12 ans lorsque Livia a quitté Vale do Cedro, il y a 30 ans. Une enfant, trop jeune pour avoir été directement impliquée dans les événements qui ont chassé Livia, mais peut-être était-elle liée à quelqu'un qui l'était. Votre mère n'a rien laissé d'autre. Des photos, des lettres, quoi que ce soit qui pourrait nous aider. Le visage de Miguel s'illumina. Il y a sa boîte. L'oncle Roberto ne la connaît pas. Maman l'a gardée cachée sous une planche de plancher lâche dans notre appartement. Qui a-t-il dedans? Je ne sais pas, elle est verrouillée et je n'ai pas pu trouver la clé avant de partir. Une piste potentielle, mais inaccessible pour le moment à São Paulo. Promenons-nous en ville, suggéra Livia. Peut-être que voir des endroits me rappellera des souvenirs, et nous pourrions rencontrer des gens qui connaissaient à votre mère ou sa famille. Vale do Cedro était assez petit pour être exploré à pied. Alors qu'il descendait la rue principale, Livia fut frappée par le peu de choses qui avaient changé, et pourtant à quel point tout semblait différent. La quincaillerie qui avait autrefois appartenu à son père était maintenant un café. L'école où sa mère avait enseigné avait été rénovée et agrandie. Et là, au bout de la rue, se trouvait l'enveloppe calcinée de ce qui avait autrefois été sa maison familiale. 30 ans s'étaient écoulés, mais personne n'avait reconstruit sur ce terrain. Elle se dressait comme un sinistre monument à la tragédie qui avait emporté ses parents et son frère. « Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda Miguel, remarquant son regard. « C'était ma maison, » dit doucement Livia. « Il y a eu un incendie. Mes parents et mon jeune frère sont morts. » Les yeux de Miguel s'écarquillèrent. « Je suis désolé, » dit-il avec la simplicité directe d'un enfant. « Étiez-vous là quand cela s'est produit? » « Non. J'étais sorti avec un ami. » Le souvenir de cette nuit lui revint en trombe. La dispute avec ses parents plus tôt dans la journée, sa fuite pour rejoindre João, puis son retour des heures plus tard pour trouver sa maison engloutie par les flammes, les voisins la retenant tandis qu'elle hurlait en appelant sa famille. Alors qu'il restait là à contempler les ruines, un vieux pick-up s'arrêta à côté d'eux. Un homme d'une 50aine d'années en descendit, son visage buriné un masque de stupeur. « Olivia ?» dit-il, sa voix rauque d'incrédulité. « C'est vraiment vous ?» Livia se retourna, le cœur s'arrêtant lorsqu'elle reconnut João Ribeiro, l'homme qu'elle avait autrefois cru épouser. L'homme avec qui elle était la nuit où sa famille est morte. « Bonjour, João, » dit-elle, la voix soigneusement neutre. João secoua la tête, émerveillé. « Toutes ces années, nous pensions que vous ne reviendriez jamais. » Son regard se porta sur Miguel. « Et qui est-ce » Avant que Livia ne puisse répondre, Miguel prit la parole. « Je suis Miguel Santos, je cherche ma famille. » L'expression de João changea, une lueur de quelque chose, de la reconnaissance, de l'inquiétude, traversant son visage. « Santos, êtes-vous de la famille de Clara Santos ?» Miguel hocha la tête avec empressement. « C'était ma mère. La connaissiez-vous » João lança un coup d'œil à Livia, puis de nouveau au garçon. « Oui, je connaissais Clara. Elle a quitté Vale do Cedro il y a de nombreuses années. » Il hésita. Elle était la fille de Carolina Ferreira. Les Ferreira étaient l'une des plus anciennes familles de la ville. Le nom fit écho chez Livia. Carolina Ferreira avait été la veuve la plus riche de la ville, propriétaire de la plupart des terres agricoles autour de Vale do Cedro. Mais Carolina avait eu la soixantaine lorsque Livia avait quitté la ville. Comment pouvait-elle avoir une fille de 12 ans? Carolina a eu Clara sur le tard, expliqua João en voyant la confusion de Livia. Ce fut un sacré scandale à l'époque. Elle n'a jamais révélé qui était le père. L'esprit de Livia s'emballa. Carolina Ferreira avait été une farouche opposante au projet d'expansion de son père. Il y avait eu des disputes acerbes, des confrontations publiques. Y avait-il un lien entre cette vieille querelle et l'incendie qui a tué sa famille? Carolina est-elle toujours en vie? Demanda Livia. João secoua la tête. Non, elle est morte il y a environ 15 ans. Le domaine Ferreira est maintenant géré par son neveu Eduardo. Une ombre traversa son visage. Il est maintenant maire. Le maire.
Une autre complication potentielle. La politique de Val do Cedro avait toujours été dominée par quelques familles puissantes, les Ferreira en tête de cette hiérarchie. Nous devrions aller voir Eduardo, décida Livia. S'il gère le domaine Ferreira, il pourrait avoir des informations sur Clara et la famille de Miguel. João semblait mal à l'aise. Eduardo ne sera peut-être pas très accueillant. On parle encore de ce qui s'est passé, de la tragédie de votre famille. L'implication était claire. Même après 30 ans, les soupçons persistaient. « Que disent-ils qui s'est passé ?» demanda Miguel, sa perspicacité prenant Livia une fois de plus au dépourvu. João remua mal à l'aise. Rien qui puisse inquiéter un jeune garçon. De l'histoire ancienne maintenant. Il se tourna vers Livia. Le bureau du maire est toujours à la mairie. Eduardo y est généralement le matin. Après le départ de João, ils marchèrent vers la place du village. Livia sentait des regards sur elle, des rideaux bougeant aux fenêtres, des gens s'arrêtant dans les portes pour la regarder. La nouvelle de son retour se répandait rapidement à travers le réseau de commérages de Val do Cedro. La mairie était un bâtiment de l'époque coloniale, faisant face à la place, ses colonnes blanches brillant sous le soleil du matin. Alors qu'ils montèrent les marches, Livia sentit un poids lui presser la poitrine. Elle ne s'attendait jamais à revenir en ce lieu, à faire face aux chuchotements et aux accusations qui l'avaient poussée à partir. À l'intérieur, une jeune réceptionniste leva les yeux de son ordinateur. « Puis-je vous aider ? Nous aimerions voir le maire Ferreira, » dit Livia fermement. « Avez-vous rendez-vous ? Non, mais je pense qu'il voudra me voir. Dites-lui qu'Olivia Mendes est là. » Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent à ce nom. « Un instant, s'il vous plaît, » dit-elle, en se précipitant dans le couloir. Quelques minutes plus tard, un homme grand aux cheveux argentés et aux yeux froids apparut. Eduardo Ferreira avait bien vieilli, ses traits jolis se durcissant en un masque de pouvoir. Il avait la trentaine. Lorsque Livia avait quitté Val do Cedro, déjà une figure influente dans la politique de la ville. « Olivia, » dit-il, la voix soigneusement maîtrisée. « C'est une surprise. Je ne m'attendais pas à vous revoir à Val do Cedro. »« C'est Livia maintenant, Livia Monteiro. » Une lueur de reconnaissance traversa son visage. « Ah oui, la magnate des affaires de Sao Paulo, j'ai lu vos succès. » Son regard se porta sur Miguel. « Et qui est votre jeune compagnon ?»« C'est Miguel Santos. Sa mère était Clara Santos ou Ferreira si j'ai bien compris son nom d'origine. » L'expression d'Eduardo ne changea pas, mais Livia remarqua que ses mains se serraient sur les côtés. « Le fils de Clara ? Comme c'est intéressant !» Il observa le garçon avec une évaluation calculée. « Je ne savais pas que Clara avait un enfant. »« Elle ne vous l'a jamais dit ?» insista Livia. « Vous étiez son cousin, après ?»« Tout. Clara a quitté Val do Cedro il y a près de 20 ans. Nous avons perdu contact. » Son ton était dédaigneux. « Qu'est-ce qui vous ramène après tout ce temps, Olivia ?»« Excusez-moi, Livia. Miguel cherche des informations sur sa famille. Sa mère l'a envoyé ici avant sa mort. » Le sourire d'Eduardo n'atteignit pas ses yeux. « Comme il est malheureux qu'elle soit décédée, mais je ne vois pas comment je peux vous aider. Si Clara a choisi de garder l'existence de son fils secrète auprès de sa famille, elle a dû avoir ses raisons. » L'implication flottait dans l'air, une menace subtile enveloppée de paroles polies. « Peut-être y a-t-il des registres, des photos, » suggéra Livia. « Miguel a le droit de connaître son héritage. » Eduardo soupira, un geste de regret appris. « Je crains que la plupart des registres de la famille Ferreira n'aient été perdus lors d'une inondation il y a quelques années. Une telle tragédie, tout comme l'incendie qui a emporté votre famille. » Les derniers mots furent prononcés avec une emphase délibérée. Livia ressentit une bouffée de la vieille colère, la rage impuissante qu'elle avait ressentie 30 ans auparavant lorsqu'Eduardo et d'autres avaient laissé entendre que l'incendie n'était pas un accident, que les problèmes d'affaires de son père l'auraient peut-être poussé à un acte désespéré. « Je comprends. Que le domaine Ferreira est assez étendu, » dit-elle, gardant le ton égal. « Peut-être pourrions-nous le visiter. Miguel devrait voir la maison de son enfance. » Eduardo sourit faiblement. « Le domaine est une propriété privée, mais compte tenu des circonstances, je pourrais organiser une brève visite. Demain peut-être, je crains que j'aie des réunions. Pour le reste de la journée. Demain matin serait parfait, » accepta Livia, sentant qu'insister davantage maintenant ne ferait qu'accroître la résistance d'Eduardo. Après avoir quitté la mairie, Livia remarqua l'expression troublée de Miguel.
Il ment, dit le garçon brutalement. Il sait quelque chose à propos de ma mère. Oui, je crois aussi, acquiesça Livia impressionnée par sa perception. Mais le confronter directement ne fonctionnera pas. Nous devons d'abord rassembler plus d'informations. Ils passèrent le reste de la matinée à se promener en ville, Livia montrant des endroits de son enfance. Malgré les souvenirs douloureux, elle se retrouva à partager des histoires avec Miguel, sur les journées scolaires, les festivals locaux, les simples plaisirs de grandir dans une petite ville. Après le déjeuner dans un petit restaurant, où le propriétaire fit semblant de ne pas la reconnaître, ils se dirigèrent vers le cimetière local. Si Carolina Ferreira y était enterrée, peut-être que sa pierre tombale fournirait quelques indices sur sa famille. Le cimetière était sur une douce colline, surplombant la ville, ombragée par des cyprès. Alors qu'il se promenait parmi les tombes, Livia se sentit attirée par une section particulière, où se dressait un grand monument en marbre. C'était la tombe de sa famille. Les noms de ses parents, Antonio et Maria Mendes, et de son frère Ricardo, étaient gravés sur la pierre, ainsi que la date de l'incendie. Quelqu'un avait placé des fleurs fraîches à la base. Livia resta immobile, submergée par la vague de chagrin que 30 ans n'avaient pas diminué. Elle n'avait jamais assisté à leurs funérailles, avait fui la ville le lendemain de l'incendie, incapable de supporter les regards compatissants et les accusations murmurées. Miguel se tenait tranquillement à côté d'elle, semblant comprendre son besoin de silence. Après quelques minutes, il lui toucha doucement le bras et pointa une autre section du cimetière. « Regarde, il y a une grande tombe là-bas, avec le nom Ferreira. » Le mausolée de la famille Ferreira était une imposante structure de granit et de marbre. La porte était fermée à clé, mais il pouvait voir les noms inscrits sur les plaques à l'extérieur. Celui de Carolina Ferreira était là, ainsi que des dates indiquant qu'elle avait vécu jusqu'à l'âge de 85 ans. Alors que Livia étudiait les noms, elle remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait une petite plaque, au bas de la liste qui se lisait simplement Clara, avec une date de naissance mais pas de date de décès. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Pourquoi inclure le nom de ta mère mais ne pas compléter les informations ? Peut-être ne savent-ils pas qu'elle est morte, suggéra Miguel. Ou peut-être veulent-ils faire semblant qu'elle n'a jamais existé, dit Livia, ses soupçons grandissant. Eduardo n'a pas semblé surpris d'entendre parler de toi, mais il n'a pas voulu te reconnaître non plus. Alors qu'il se retournait pour quitter le cimetière, Livia remarqua une femme âgée les observant, à côté d'une tombe voisine. Elle était petite et fragile, s'appuyant sur une canne, mais ses yeux étaient vifs et alertes. La femme leur fit signe. Contre son meilleur jugement, Livia s'approcha, Miguel juste derrière. « Je savais que vous reviendriez un jour, » dit la femme d'une voix tremblante. « Le passé ne reste jamais enterré à Val do Cedro. Vous connais-je » demanda Livia, cherchant dans le visage ridé quelque chose de familier. « J'étais l'amie de ta mère, Elena Costa. » Les yeux de la vieille femme se portèrent sur Miguel. « Et ceci doit être le garçon de Clara. La ressemblance est forte. » Livia ressentit une secousse de surprise. « Vous connaissiez Clara et vous voyez une ressemblance. Avec quelqu'un chez Miguel ?» Elena hocha lentement la tête. « Oh oui, quiconque a des yeux peut le voir. » Elle regarda autour d'elle nerveusement. « Mais ce n'est pas l'endroit pour parler. Venez chez moi ce soir après la tombée de la nuit. Numéro 17, rue des Cyprès. La maison bleue avec la clôture blanche. »« Pourquoi tout ce secret ?» demanda Livia. « Que savez-vous de la famille de Miguel ?» Le visage d'Elena se plissa d'inquiétude. « Certaines vérités sont dangereuses à Val do Cedro, surtout celles qui menacent les puissants. » Elle commença à s'éloigner puis s'arrêta. « Faites attention à qui vous faites confiance, Olivia. Les mêmes ombres qui se sont abattues sur votre famille il y a 30 ans assombrissent encore cette ville. » Avec cet avertissement cryptique, elle s'éloigna en boitant, laissant Livia et Miguel la regarder avec confusion et une inquiétude croissante. « Qu'a-t-elle voulu dire par ombre ?» demanda Miguel alors qu'ils retournaient vers la ville. « Je ne suis pas sûr, » répondit Livia, bien qu'une froide suspicion se formât dans son esprit. « Mais je crois que nous allons le découvrir ce soir. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à errer dans la ville, Livia montrant des points de repère de son enfance. Malgré le poids du passé, elle prit plaisir à la compagnie de Miguel. Il y avait quelque chose dans sa manière directe et son intelligence tranquille qui lui rappelait son frère Ricardo. Comme le soir approchait, ils dînèrent à l'hôtel, puis attendirent la nuit avant de se rendre chez Elena.
La rue des Cyprès était du côté le plus ancien de la ville, bordée de maisons modestes qui avaient résisté aux générations. Le numéro 17 était exactement comme Elena l'avait décrit, une petite maison bleue avec une clôture blanche soigneusement peinte. Livia hésita devant la grille, soudain incertaine. Et si c'était un piège? Et si son retour à Valdo, Cedro avait ravivé de vieilles inimitiés? Mais Miguel ne partagea pas son hésitation. Il ouvrit la grille et monta jusqu'à la porte, frappant fermement. Elena ouvrit presque immédiatement, comme si elle attendait juste à l'intérieur. « Entrez vite », dit-elle, les yeux parcourant la rue calme. L'intérieur de la maison était propre et simplement meublé, avec des photos de famille couvrant un mur. Elena les conduisit dans un petit salon et leur fit signe de s'asseoir sur un canapé usé. « Voulez-vous du thé ?» demanda-t-elle, ses manières d'hôtesse automatique malgré la tension dans l'air. « Non, merci », répondit Livia. « Nous aimerions savoir ce que vous vouliez dire au cimetière. Que savez-vous de la mère de Miguel et de son lien avec Valdo Cedro ?» Elena s'installa dans un fauteuil en face d'eux, ses mains âgées croisées sur ses genoux. Clara était la fille de Carolina Ferreira, oui, mais le scandale n'était pas seulement que Carolina avait eu un enfant sur le tard. C'était qui était le père. Elle fit une pause, son regard se déplaçant entre Livia et Miguel. Le père de Clara était Roberto Mendes. Livia eut l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. « Roberto Mendes, vous voulez dire que mon oncle était le père de Clara ?» Elena hocha la tête solennellement. « Oui, le frère de votre père. Lui et Carolina ont eu une liaison qui a duré des années, même s'ils étaient tous deux mariés. » À d'autres. À la naissance de Clara, cela a créé une fracture entre les familles qui ne s'est jamais refermée. Livia luttait pour assimiler cette information. Son oncle Roberto était mort alors qu'elle était adolescente, des années avant l'incendie. Elle savait qu'il y avait du sang entre son père et les Ferreira, mais elle avait toujours supposé que c'était une affaire d'argent, de concurrence pour les terres et l'influence dans la petite ville. « Donc Clara était ma cousine, dit-elle lentement. « Et Miguel serait mon cousin germain? C'est une partie de la vérité, dit Elena, son expression troublée. Mais pas toute. Miguel se pencha en avant, son jeune visage intense. « Que, voulez-vous dire, quelle est la suite de la vérité ?» Elena soupira lourdement, se levant pour fermer les rideaux avant de continuer. Clara n'a pas été élevée par Carolina. Le scandale aurait été trop grand. Elle a été envoyée vivre chez une parente éloignée dans une autre ville. Mais elle savait qui était sa vraie mère et elle a secrètement visité Valdo. Cedro adolescente. Livia ressentit un frisson. Quand était-ce? Il y a environ 30 ans, dit Elena doucement. L'été précédant l'incendie. Les implications planèrent dans l'air. L'été avant que Livia ne perde sa famille, Clara, une adolescente ayant des liens avec les familles Mendes et Ferreira, avait été à Valle do Cedro. « Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» demanda Miguel, sa voix faible mais déterminée. Elena le regarda avec des yeux tristes. Clara a rencontré quelqu'un cet été-là, un jeune homme. Ils sont tombés amoureux, même si les deux familles leur est interdit. Son regard se porta sur Livia. « Votre frère, Ricardo, il n'avait que 17 ans, mais lui et Clara étaient inséparables pendant ces quelques mois. » Le cœur de Livia sembla s'arrêter. Ricardo, son frère calme et réfléchi qui avait agi si mystérieusement cet été-là, elle l'avait taquiné au sujet d'une petite amie, mais il ne lui avait jamais présenté personne. « Vous voulez dire ?» Livia ne put terminer la phrase. Elena hocha la tête. Ricardo était le père de Miguel. Le silence qui suivit fut absolu. Miguel regarda Elena, puis Livia, son expression un mélange de choc et de confusion. « Mon frère est mort dans l'incendie. Il y a 30 ans, dit finalement Livia. Si ce que vous dites est vrai, il n'a jamais su que Clara était enceinte. Il n'a jamais su qu'il avait un fils. » Oui, acquiesça Elena. Clara a découvert qu'elle était enceinte après la tragédie. Elle a été dévastée par la mort de Ricardo et terrifiée de ce qui arriverait si son lien avec la famille Mendes était découvert. Elle s'est donc enfuie, a changé son nom en Santos et a élevé Miguel seul à São Paulo. Les mains de Miguel tremblaient. Donc mon père était Ricardo Mendes et il est mort dans un incendie avant ma naissance. Il se tourna vers Livia, les yeux grands ouverts. Cela signifie que vous êtes ma tante. Livia se sentit étourdie par la révélation. Ce garçon, cet inconnu qu'elle avait impulsivement aidé à une gare routière, était son neveu, le fils de Ricardo, le dernier lien vivant avec la famille qu'elle avait perdue. « Oui, chuchota-t-elle, je suis ta tante. »
L'expression de Miguel s'adoucit, une pointe d'émerveillement remplaçant le choc. « Je n'ai jamais eu de famille, sauf ma mère. Maintenant, j'ai une tante. » La simple acceptation dans sa voix brisa quelque chose en Livia. Pendant 30 ans, elle s'était endurcie contre les liens émotionnels, avait construit des murs autour de son cœur. Maintenant, en un instant, ce garçon avait trouvé un moyen de traverser ses défenses. « Il y a autre chose que vous devez savoir », dit Elena, la voix grave. À propos de l'incendie, Livia se raidit. Le rapport officiel disait que c'était une panne électrique. Elena secoua la tête. C'était la version officielle. Mais beaucoup en ville pensèrent le contraire. Il y avait des rumeurs selon lesquelles quelqu'un avait été vu près de votre maison cette nuit-là. Quelqu'un qui avait des raisons de vouloir nuire à votre famille. « Qui ?» demanda Livia, une vieille colère flambant. Certains ont dit que c'était Carolina Ferreira, furieuse que sa fille soit tombée amoureuse d'un garçon Mendes. D'autres ont murmuré que c'était Eduardo, déjà ambitieux et déterminé à contrôler la fortune Ferreira sans la complication de Clara et de son enfant à naître. « C'est pourquoi ma mère est partie », dit soudain Miguel. Elle avait peur. Pour moi. Oui, confirma Elena. Clara m'a contacté quelques années après son départ. Elle était paranoïaque qu'Eduardo ou d'autres de la famille Ferreira la trouvent, elle et Miguel. Elle était convaincue qu'ils étaient responsables de l'incendie, bien qu'elle n'en ait aucune preuve. L'esprit de Livia s'emballa. Pouvait-ce être vrai? Sa famille n'avait-elle été assassinée à cause de la relation entre Ricardo et Clara, à cause de l'enfant qui allait rapprocher les deux familles ennemies? Pourquoi n'avez-vous rien dit de vos soupçons? Demanda-t-elle. À Elena, qui m'aurait cru? Les Ferreira contrôlèrent la police, le bureau du maire. Et vous étiez partie, Olivia. Il ne restait plus personne pour se battre pour la justice pour votre famille. Le poids de la culpabilité pesa sur la poitrine de Livia. Elle s'était enfuie, avait abandonné tout espoir de découvrir la vérité sur la mort de sa famille. Elle avait changé de nom, s'était forgé une nouvelle identité, comme si cela pouvait effacer le passé. « Je dois voir la lettre de Clara, dit-elle à Miguel. Celle que votre oncle a déchirée. Vous vous souvenez de ce qu'elle disait ?» Miguel fronça les sourcils en se concentrant. « Pas exactement, juste que je devais venir à Val do Cedro et trouver quelqu'un qui pourrait me dire la vérité sur ma famille. » Et il hésita. Il y avait quelque chose à propos de preuves. Maman a dit qu'elle avait caché quelque chose d'important qui prouverait ce qui s'est réellement passé la nuit de l'incendie. A-t-elle dit ce que c'était ou où elle l'avait caché? Miguel secoua la tête. Non, ou si elle l'a fait, c'était dans la partie de la lettre que mon oncle a déchirée. Elena se pencha en avant. Clara m'a aussi parlé de preuves il y a des années. Elle a dit qu'elle avait vu quelqu'un près de votre maison cette nuit-là, Olivia, qu'elle avait la preuve de qui était responsable de l'incendie. Pourquoi n'est-elle pas venue s'expliquer à l'époque? Demanda Livia. Peur, dit simplement Elena. Elle avait 16 ans, était enceinte et terrifiée. Le soir même où elle a perdu Ricardo, elle a découvert jusqu'où sa famille pourrait aller pour protéger ses intérêts. Les pièces commençaient à s'assembler, formant une image plus terrible que Livia ne l'avait imaginée. Non seulement la perte de sa famille, mais la destruction délibérée de tout ce qu'elle avait aimé. « Nous devons trouver cette preuve, » dit-elle fermement. « Si Clara l'a cachée quelque part, elle existe peut-être encore. Mais où l'aurait-elle cachée ?» demanda Miguel. « Elle n'est jamais revenue à Val do Cedro à ma connaissance. » Le sourcil d'Elena se fronça dans la pensée. Il y avait un endroit où elle et Ricardo avaient l'habitude de se rencontrer en secret. Un vieux hangar à bateaux près du lac, à la limite de la propriété Ferreira. Personne n'y allait plus, même à l'époque. Si elle a caché quelque chose à Veil, do Cedro c'est peut-être là. « Nous sommes censés visiter le domaine Ferreira demain, » dit Livia. « Pourriez-vous nous montrer où se trouve ce hangar à bateaux ?» Elena secoua la tête. « Je suis trop vieille pour faire des randonnées dans les bois, mais je peux vous faire un plan. » Elle se leva, se dirigeant lentement vers un bureau dans le coin de la pièce, où elle prit un morceau de papier et un stylo. Alors qu'Elena esquissait l'emplacement du hangar à bateaux, Livia regarda Miguel. Il semblait dépassé par les révélations, mais il y avait aussi une nouvelle détermination dans ses yeux. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête. « J'ai toujours voulu savoir qui était mon père. Maman disait seulement que c'était une bonne personne qui est morte trop jeune. » Un petit sourire toucha ses lèvres. Elle a dit que j'avais ses yeux. Livia étudia le visage.
de Miguel le voyant vraiment pour la première fois. La forme de ses yeux, la ligne de sa mâchoire. Elle pouvait voir Ricardo en lui maintenant. Comment avait-elle pu passer à côté auparavant? « Vous l'avez, dit-elle, la voix pleine d'émotion, et son cœur bienveillant, je crois. Elena revint avec le plan. Cela indique le chemin menant à l'abri de bateau depuis la maison principale. C'est environ une marche de 15 minutes, à travers les bois. L'abri de bateau n'a pas été utilisé depuis des décennies, mais il devrait toujours être debout. Livia prit le plan, le pliant soigneusement et le rangeant dans sa poche. « Merci, Elena, pour tout. » La vieille femme joignit ses mains. « Soyez prudents tous les deux. Eduardo a plus de pouvoir que jamais. S'il soupçonne que vous cherchez des preuves contre lui ou la famille Ferreira, elle n'avait pas besoin de finir la phrase. La menace était claire. Alors qu'elle se préparait à partir, Elena tira Livia de côté. « Il y a autre chose que vous devriez savoir. À propos de la nuit de l'incendie. » Livia se raidit. « Qu'est-ce que c'est? João Ribeiro. Il en sait plus qu'il ne le dit. Il était avec vous cette nuit-là, mais il a également été aperçu près de chez vous plus tard, après que vous vous soyez séparés. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Livia, sa voix à peine audible. « Je dis de ne faire entièrement confiance à personne à Val do Cedro, même pas à ceux qui prétendent être de vieux amis. » Avec cet avertissement inquiétant, elles quittèrent la maison d'Elena, marchant rapidement dans les rues sombres, pour retourner à leur hôtel. Aucune des deux ne parla jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité dans la chambre de Livia, la porte fermée derrière elle. « Penses-tu que c'est vrai ?» demanda Miguel, assis au bord du lit. « À propos de l'incendie criminel. » Livia parcourut la petite pièce. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais voulu le croire. Il était plus facile d'accepter que ce soit un accident, que personne ne soit à blâmer. » Elle s'arrêta, faisant face à Miguel. « Mais si quelqu'un a assassiné ma famille, votre père, alors il faut le traduire en justice, même après toutes ces années. » Miguel hocha la tête, son expression solennelle. « Que faisons-nous maintenant? Nous nous en tenons au plan. Demain, nous visitons le domaine Ferreira avec Eduardo. Nous trouverons un moyen de nous éclipser et de vérifier l'abri de bateau. » Elle hésita. « Mais ce soir, je pense que nous devrions parler de votre père, de Ricardo, si vous voulez. » Les yeux de Miguel s'illuminèrent. « Oui, s'il te plaît. Maman ne savait pas grand-chose sur lui. Elle a dit qu'ils n'avaient eu qu'un seul été ensemble. » Livia s'assit à côté de lui, les souvenirs de son frère affluant. Ricardo était la personne la plus gentille que j'ai jamais connue. Il était calme, réfléchi. Il aimait les livres et la musique. Il voulait être médecin un jour. Elle sourit à un souvenir lointain. Il ramenait des animaux blessés à la maison et les soignait. Notre mère se plaignait du désordre, mais elle ne l'a jamais empêché. « Faisait-il du sport ?» demanda Miguel avec empressement. « Du football. Il était bon aussi, rapide, agile. » Livia rit doucement, et il était terrible pour garder des secrets. Il a dû vraiment essayer de cacher sa relation avec Clara, parce que normalement on pouvait tout lire sur son visage. Pendant qu'il parlait, Livia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas vécu depuis des décennies. La chaleur d'un lien familial. Pendant si longtemps, elle avait été seule, se concentrant uniquement sur la construction de son empire commercial. Maintenant, avec ce garçon qui était son neveu, elle se retrouvait à se souvenir de ce que signifiait faire partie de quelque chose qui allait au-delà d'elle-même. Ils ont parlé tard dans la nuit, Livia partageant des histoires sur Ricardo, et leur enfance à Val do Cedro. Miguel écoutait avec une attention passionnée, posant occasionnellement des questions, essayant clairement de se faire une idée du père qu'il n'avait jamais connu. « Tu devrais dormir un peu, » dit. Finalement, Livia, remarquant que Miguel essayait de réprimer un bâillement. « Demain sera une longue journée. » Après que Miguel soit allé dans sa propre chambre, Livia s'assit près de la fenêtre, regardant la ville endormie. L'avertissement d'Elena concernant João la troublait. Il avait été son premier amour, la personne vers qui elle s'était précipitée après s'être disputée avec ses parents cette nuit fatidique. Avait-il pu être impliqué dans ce qui s'est passé ensuite? Elle se souvint de leur dernière dispute ce soir-là. Ses parents lui avaient interdit de voir João, le qualifiant d'inadapté. Son père avait été particulièrement catégorique, lui disant qu'on ne pouvait pas faire confiance au Ribeiro. Avait-il su quelque chose qu'elle ignorait? Le sommeil vint par à-coups, avec des rêves de feu et des figures ombragées hantant son repos. Le lendemain matin, ils ont pris le petit déjeuner rapidement, tous deux anxieux quant à la journée à venir.
Livia avait vérifié la carte qu'Helena leur avait donnée, mémorisant le chemin menant à l'abri de bateau. Maintenant, il n'avait plus qu'à trouver une occasion de s'éclipser pendant la visite. À 10 heures précises, un SUV de luxe s'arrêta devant l'hôtel. Eduardo Ferreira en sortit, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure malgré le cadre décontracté. « Bonjour », dit-il avec aisance. « Prêt pour votre visite du domaine Ferreira ?» Livia hocha la tête, notant le regard calculateur dans les yeux d'Eduardo alors qu'il montait dans le véhicule. Il ne faisait pas cela par gentillesse ou par obligation familiale. Il les évaluait, essayant peut-être de déterminer ce qu'il savait ou soupçonnait. Le domaine Ferreira se trouvait à la périphérie de la ville, une propriété tentaculaire centrée autour d'un magnifique manoir de style colonial. Alors qu'il passait les grilles en fer forgé et remontait une allée bordée d'arbres, Livia ne put s'empêcher de la comparer à sa modeste maison d'enfance, maintenant réduite à une coquille calcinée. « La maison a été construite par mon arrière-grand-père en 1910, dit Eduardo alors qu'ils arrivaient à l'entrée principale. Elle a été le cœur de la famille Ferreira pendant des générations. Une gouvernante les accueillit à la porte, son attitude formelle et réservée. Eduardo les conduisit à travers des pièces au haut plafond remplies de meubles anciens et de portraits de famille. Et voici la galerie familiale, dit-il en entrant dans une longue salle bordée de peintures d'hommes au visage sévère et de femmes élégantes. Chaque Ferreira de 5 générations est représenté ici. Livia scruta les portraits, cherchant Carolina Ferreira. Elle la trouva près du fond de la pièce, une femme âgée et élégante aux yeux d'acier et à la bouche déterminée. « Où est le portrait de Clara ?» demanda soudainement Miguel. Si elle était la fille de Carolina, ne devrait-elle pas être là aussi? Le sourire d'Eduardo se resserra. Comme je l'ai mentionné, Clara a choisi de quitter Val do Cedro. Elle s'est retirée. De la famille. A-t-elle quitté ou a-t-elle été forcée de partir? Insista Livia. Les yeux d'Eduardo se rétrécirent. Vous semblez très intéressé par les affaires familiales anciennes, Livia. Je me demande pourquoi. Clara est partie depuis des années, et maintenant, malheureusement, il semble qu'elle soit décédée. Quel est votre intérêt dans tout ça? Avant que Livia ne puisse répondre, Miguel prit la parole. Elle m'aide à trouver ma famille, c'est tout. Eduardo étudia le garçon avec un regard froid. Oui, votre famille. Dites-moi, Miguel, qu'est-ce que votre mère vous a dit exactement à propos de votre père? Miguel hésita, lançant un coup d'œil à Livia. Elle fit un léger signe de tête, l'encourageant à être honnête. Elle a dit qu'il était mort avant ma naissance, qu'il ne m'a jamais connu. Je vois, murmura Eduardo. Comme c'est pratique, un père qui ne peut jamais contredire l'histoire. Il se tourna vers la gouvernante. Maria, apportez des rafraîchissements sur la terrasse. Nous continuerons notre visite dehors. Alors qu'il suivait Eduardo par les portes françaises, sur une terrasse en pierre surplombant des jardins soignés, Livia chuchota à Miguel « Souviens-toi de la carte. Le chemin menant à l'abri de bateau devrait commencer près du vieux chêne au bord de la pelouse. » Miguel hocha légèrement la tête, ses yeux balayant déjà les terrains. « Le domaine Ferreira couvre 300 acres, » dit Eduardo en faisant un geste expansif. « Des terres agricoles, des vignobles et cette forêt que vous voyez à l'est. Le lac se trouve juste au-delà de ces arbres. Il n'est pas grand, mais il est assez pittoresque. » La mention du lac envoya une vague d'anticipation à travers Livia. Il se rapprochait de l'endroit où il devait aller. La gouvernante apporta un plateau avec du café et des pâtisseries, le posant sur une table sur la terrasse. Eduardo joua le rôle de l'hôte gracieux, versant du café et faisant de petites conversations sur l'histoire du domaine. Mais ses yeux n'ont jamais perdu leur éclat calculateur. « Je comprends que vous ayez réussi dans votre carrière. À São Paulo, dit-il à Livia. Monteiro Enterprises est un acteur important dans le développement immobilier, n'est-ce pas? Oui, répondit prudemment Livia. Nous avons considérablement grandi au cours de la dernière décennie. Choix de carrière intéressant compte tenu de vos antécédents. Le sourire d'Eduardo n'atteignit pas ses yeux. Votre père était propriétaire d'une quincaillerie dans une petite ville. Difficilement une préparation pour le monde des affaires. Mon père m'a appris le travail acharné et l'intégrité, dit Livia, la voix froide. Ces valeurs se traduisent dans toutes les entreprises. Eduardo rit. En effet, bien que j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles Monteiro Enterprises n'opère pas toujours avec, disons, une intégrité parfaite, en particulier pour l'acquisition de propriétés dans les zones à faible revenu.
Livia sentit son humeur s'enflammer. Elle savait exactement ce qu'Eduardo faisait, essayant de la mettre sur la défensive, de la distraire de leur véritable objectif ici. « Je serais heureuse de discuter de mes pratiques commerciales une autre fois, » dit-elle calmement. « Mais aujourd'hui, nous sommes là pour en savoir plus sur le domaine Ferreira et le lien de Clara avec celui-ci. » L'expression d'Eduardo se durcit momentanément avant qu'il ne retrouve son visage lisse. « Bien sûr, devrions-nous continuer la visite? Les jardins sont particulièrement agréables en cette période de l'année. » Alors qu'ils traversèrent les jardins formels, Livia gardait une trace de leur position par rapport aux chênes et au chemin qu'ils devaient trouver. Elle avait besoin d'une distraction, de quelque chose qui leur donnerait une chance de s'éclipser sans être remarquée. L'occasion se présenta lorsque le téléphone d'Eduardo sonna. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. « Excusez-moi, je dois prendre ça. Affaire de la ville. N'hésitez pas à explorer le rosier pendant que je suis parti. Ne vous éloignez pas trop. » D'un regard perçant, il s'écarta pour prendre l'appel. Livia attendit qu'il soit hors de portée de la voix, puis chuchota à Miguel « C'est notre chance. Nous devons nous dépêcher. » Ils se précipitèrent à travers la pelouse vers le chêne massif qu'Elena avait marqué sur sa carte. Effectivement, un sentier étroit menait de la base de l'arbre dans les bois. « Par ici », dit Livia en regardant en arrière pour s'assurer qu'Eduardo était toujours occupé par son appel téléphonique. Ils entrèrent dans l'ombre fraîche de la forêt, suivant le sentier envahi par la végétation alors qu'ils serpentaient à travers des arbres denses. Après une dizaine de minutes de marche rapide, ils aperçurent de l'eau à travers le feuillage. « Le lac », dit Miguel, l'excitation dans la voix. Quelques minutes plus tard, ils atteignirent le rivage. Là, niché parmi les saules et partiellement caché par des vignes envahies par la végétation, se tenait un abri de bateau en bois usé. Sa peinture, autrefois rouge, était passée à un rose terne et des parties du toit s'étaient effondrées, mais la structure était toujours intacte. « Ça doit être ça », dit Livia en s'approchant prudemment. La porte était mal fixée sur des gonds rouillés, grinçant lorsqu'elle la poussa. L'intérieur était sombre et moisi, la poussière et les toiles d'araignée recouvrant chaque surface. Une vieille barque reposait sur un support contre un mur, sa coque en bois fendue et délabrée. Le sol était jonché de débris, tuiles de toit tombées, feuilles pourries et restes de vieux engins de pêche. « Si Clara a caché quelque chose ici, ça peut être n'importe où, » dit Miguel, en regardant autour de lui cet espace encombré. « Il y faut penser comme deux adolescents amoureux, » médita Livia. Si Ricardo et Clara utilisaient cet endroit pour se retrouver en secret, où auraient-ils gardé leurs affaires? Personnel. Miguel fit le tour du hangar à bateau, examinant les murs et le sol. « Là, » dit-il soudainement, en pointant une section de mur près du fond. « Ces planches sont différentes des autres. » Livia s'approcha. Il avait raison. Une petite section du mur présentait des planches légèrement plus foncées que celles qui les entouraient, comme si elles avaient été remplacées à un moment donné. « Bon œil », dit-elle, impressionnée par son observation. Elle appuya sur les planches pour les tester. L'une d'elles bougea légèrement sous sa main. « Je crois qu'il y a quelque chose derrière. » Utilisant un morceau de rame cassé comme levier, elle fit délicatement levier sur la planche lâche jusqu'à ce qu'elle se détache. Derrière se trouvait une petite cavité dans le mur, et à l'intérieur de cette cavité, une boîte en métal, de la taille approximative d'un livre relié. « Un coffre-fort », dit Miguel, la voix étouffée d'excitation. Livia le sortit prudemment. Il était lourd, en acier, avec un petit trou de serrure à l'avant. La surface était rouillée, mais la boîte elle-même semblait intacte. « Il faut l'ouvrir », dit-elle en examinant la serrure. « Mais on n'a pas la clé. » Miguel prit la boîte, la retournant dans ses mains. « Peut-être qu'on n'en a pas besoin. » Il pointa les charnières rouillées. « Elles sont assez corrodées. On pourrait peut-être les casser. » Utilisant le même morceau de rame cassé, ils travaillèrent sur les charnières, appliquant une pression jusqu'à ce que d'abord l'une puis l'autre cèdent avec un claquement. Le couvercle s'ouvrit à contre-cœur, révélant le contenu, un petit carnet à la couverture bleue délavée, plusieurs photographies et une cassette audio. « Une cassette ?» dit Miguel en la ramassant délicatement. « Qu'est-ce qu'il y a dessus ?»« Je ne sais pas », répondit Livia en ouvrant le carnet. Il semblait s'agir d'un journal intime, écrit d'une écriture soignée et féminine. « Ça doit être le journal de Clara.
Elle feuilleta les pages, parcourant les entrées qui détaillaient la romance secrète de Clara avec Ricardo pendant cet été, il y a 30 ans. Le bonheur de leur rencontre, leurs rêves d'avenir, leur projet de raconter à leur famille leur relation malgré la querelle de longue date. Puis elle trouva l'entrée datée de la nuit de l'incendie. Ses mains tremblaient alors qu'elle lisait « Ce soir, tout a changé. J'attendais Ricardo à notre endroit, mais il a envoyé un message disant qu'il ne pouvait pas venir. Quelque chose à propos d'une dispute familiale. J'ai décidé d'aller chez lui quand même, pour le voir ne serait-ce qu'un instant. C'est là que j'ai vu Eduardo près de la maison des Mendes. Il avait un bidon d'essence. Quand il m'a repéré, il a eu l'air terrifié, puis en colère. Il m'a menacé, a dit que personne ne me croirait plutôt que lui, que je devrais me souvenir de mes loyautés. J'ai fui, effrayé. 1 heure plus tard, les sirènes ont commencé. La maison des Mendes était en feu. Ricardo, ses parents, ils sont partis. Eduardo a fait ça. Il les a assassinés à cause de moi, à cause de nous. J'écris ceci et j'enregistre ce que j'ai vu sur cassette. Un jour, quelqu'un le traduira en justice. Je quitte Val do Cedro ce soir. Je viens d'apprendre que je suis enceinte du bébé de Ricardo. Je dois protéger notre enfant d'Eduardo et des Ferreira. Livia regarda la page, sa vision se brouillant de larmes de rage et de chagrin. C'était vrai. La mort de sa famille n'avait pas été un accident. Eduardo Ferreira les avait assassinés à cause d'une romance d'adolescents qui menaçait de combler le fossé entre 2 familles ennemies. Livia, la voix de Miguel la ramena au présent. « Ça va ?» Elle lui tendit le journal, intime, en pointant l'entrée. Pendant qu'il lisait, son visage pâlit. « Eduardo a tué mon père et mes grands-parents. Selon votre mère, oui. » Livia ramassa la cassette. « Et elle a enregistré quelque chose cette nuit-là. Cela pourrait être la preuve dont nous avons besoin. Mais comment on la joue? Personne n'a de lecteur de cassette. Aujourd'hui, Livia réfléchit un instant. Elena en a peut-être un, ou on peut essayer la radio locale. Il pourrait garder du matériel ancien. Un bruit provenant de l'extérieur les figea tous les deux. Le craquement, à 2 pas sur le sentier menant au hangar à bateau. « Vite, cachez ça !» chuchota Livia en remettant le journal et la cassette dans la boîte cassée. Miguel la prit et la glissa sous un tas de débris dans un coin juste au moment où la porte grinça, en s'ouvrant. Eduardo Ferreira se tenait sur le seuil, son expression un mélange de colère et de suspicion. « Je croyais avoir dit clairement que vous deviez rester dans le jardin, » dit-il froidement. « Que faites-vous ici ?» Livia fit un pas en avant, se plaçant entre Eduardo et le coin où Miguel avait caché la boîte. Juste de l'exploration. Je racontais à Miguel la beauté du lac. Les yeux d'Eduardo se rétrécirent, tandis qu'il balayait l'intérieur du hangar à bateau. Ce bâtiment est dangereux. Il aurait dû être démoli il y a des années. Il regarda directement Miguel. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ici, jeune homme. »« Beaucoup de poussière et d'araignées, » répondit Miguel, la voix remarquablement stable. Eduardo ne sembla pas convaincu. « Eh bien, notre visite est terminée. J'ai des affaires en ville qui ne peuvent pas attendre. » Son ton indiquait clairement que ce n'était pas une suggestion. Alors qu'il le suivait à travers les bois jusqu'à la maison principale, l'esprit de Livia s'emballa. Le journal et la cassette étaient des preuves convaincantes, mais sans moyen de les authentifier, ce serait la parole d'Eduardo contre celle de Clara, et Clara était morte. Ils avaient besoin de plus de preuves, ou au moins d'un moyen. Rien de pression pour faire avouer Eduardo. « J'ai demandé à mon chauffeur de vous ramener à votre hôtel, » dit Eduardo en arrivant à la maison principale. Son attitude était toujours polie, mais il y avait un courant de menace dans ses paroles. « J'espère que votre séjour à Val do Cedro sera bref. Les petites villes peuvent être dangereuses pour ceux qui exhumèrent le passé. » Dans la voiture, Livia et Miguel restèrent assis dans un silence tendu, ne voulant pas discuter de ce qu'ils avaient trouvé avant d'être seuls. Le chauffeur, un homme au visage impassible qui ne s'était pas présenté, continuait à les regarder dans le rétroviseur. De retour à l'hôtel, ils allèrent directement dans la chambre de Livia et fermèrent la porte à clé. « Il faut retourner chercher la boîte, » dit immédiatement Miguel. « Elle contient la preuve qu'Eduardo a tué mon père. »« Je ne crois pas que nous puissions, » dit Livia sombrement. « Eduardo surveillera le domaine maintenant. Il soupçonne que nous avons trouvé quelque chose. »« Alors qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Miguel, la frustration évidente dans sa voix. Livia parcourut la petite pièce, réfléchissant. «
Nous avons besoin d'alliés, des gens qui connaissaient votre mère, qui auraient pu soupçonner la vérité sur l'incendie, mais avaient trop peur de parler. » Elle s'arrêta soudainement. « João Ribeiro. Helena a dit qu'il avait été vu près de chez nous ce soir-là, après que lui et moi nous soyons séparés. Penses-tu qu'il était impliqué ?» demanda Miguel, l'expression troublée. « Je ne sais pas, mais il a peut-être vu quelque chose. Et il connaissait Clara. Il a reconnu son nom lorsque tu l'as mentionné. » Ils décidèrent de trouver João immédiatement. Selon la réceptionniste de l'hôtel, il possédait un garage en bordure de la ville où il réparait du matériel agricole. Le garage était un grand bâtiment en métal avec plusieurs tracteurs et autres machines garées à l'extérieur. Ils trouvèrent João dans le bureau en train de vérifier les factures. Il sembla surpris de les voir. « Livia, et Miguel. » Il se leva, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Qu'est-ce qui vous amène ici? Nous devons parler, » dit Livia en fermant la porte du bureau derrière eux. « De la nuit de l'incendie. » L'expression de João se ferma. « C'était il y a 30 ans. De quoi on doit parler? Helena Costa nous a dit que vous aviez été vu près de chez moi ce soir-là, après que vous et moi nous soyons dit au revoir. » João s'affaissa dans sa chaise, son visage soudainement las. Helena voyait toujours trop de choses. Il soupira profondément. « Oui, je suis revenu. Pas directement chez vous, mais dans les bois à proximité. J'étais inquiet pour toi, Olivia. La dispute avec tes parents avait été si violente que je voulais m'assurer que tu rentrais saine et sauve. Et avez-vous vu quelque chose » pressa Livia. « Quelqu'un près de la maison ?» Les yeux de João se baissèrent sur ses mains. « J'ai vu Eduardo Ferreira. Il avait un bidon d'essence, comme ceux que nous utilisions dans le garage. Je n'y ai pas trop pensé. Sur le moment, j'ai supposé qu'il avait un problème de voiture ou quelque chose comme ça. Ce n'est que plus tard, après l'incendie, vous avez vu Eduardo avec un bidon d'essence près de chez moi la nuit de l'incendie, et vous n'avez rien dit à personne. » La voix de Livia s'éleva dans une incrédulité en colère. « Qui m'aurait cru ?» rétorqua João. Eduardo était déjà un personnage influent dans cette ville. Sa famille possédait la moitié des entreprises, avait le maire et le chef de la police dans sa poche. Ce serait ma parole contre la sienne et les Ribeiro n'étaient à personne. « Donc vous avez laissé les assassins de ma famille s'en sortir ?» dit Livia, la voix tremblante de rage. « Vous avez laissé les gens penser que c'était un accident, ou pire, que mon père aurait pu mettre le feu lui-même. » João sembla frappé. « J'étais un lâche. J'ai vécu avec cette connaissance tous les jours pendant 30 ans. Lorsque tu as quitté la ville, j'ai pensé que c'était mieux comme ça, que tu pouvais te construire une nouvelle vie, sans la douleur de savoir que c'était un meurtre. » Miguel était resté silencieux pendant cet échange, mais maintenant il prit la parole. « Ma mère a aussi vu Eduardo. Elle l'a écrit dans son journal et a enregistré quelque chose sur cassette. Nous les avons trouvés dans l'ancien hangar à bateaux aujourd'hui. » La tête de João se releva, brusquement. « Clara était là cette nuit-là, je ne savais pas. » Il se frotta le visage avec lassitude. « Mon Dieu, quel gâchis! Tout ça parce que 2 enfants de familles ennemies sont tombés amoureux. » « Pas seulement à cause de ça, » dit Livia froidement. « Parce qu'Eduardo Ferreira est un meurtrier qui ferait n'importe quoi pour protéger la position et le pouvoir de sa famille. » Elle s'approcha du bureau de João. « Aidez-nous maintenant. Réparez votre silence de 30 ans. Nous devons récupérer le journal et la cassette du hangar à bateau, mais Eduardo surveillera le domaine. » João réfléchit un instant. « Il y a un autre chemin pour accéder au hangar à bateau, par la ferme Rodriguez qui borde la propriété Ferreira. Manuel Rodriguez était un ami de ton père. Il pourrait nous aider. » Un plan commença à se former. Ils retourneraient au hangar à bateau cette nuit-là, récupéreraient les preuves, puis affronteraient Eduardo, non pas seul, mais avec des témoins, avec la ville qui les observait. Il serait impossible pour lui de les faire taire comme il avait fait taire la vérité pendant 3 décennies. « Une dernière chose, » dit Livia, alors qu'il se préparait à partir. « Eduardo a lancé une menace aujourd'hui concernant mes pratiques commerciales à São Paulo. Comment saurait-il quoi que ce soit sur Monteiro Enterprises ?» João eut l'air mal à l'aise. « Eduardo a des contacts partout, et il vous surveille, Olivia, depuis que vous avez quitté Val do Cedro. Me surveiller? Pourquoi? Peur, probablement? La peur qu'un jour vous reveniez et commenciez à poser des questions sur l'incendie. » João hésita. « Il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. Après votre départ, Eduardo a essayé d'acheter la propriété de votre famille, la maison brûlée et le
Terrain. Mais il n'a pas pu. L'acte de propriété vous avait été transféré et personne ne savait où vous étiez. Un autre morceau du puzzle se mit en place. Donc il m'a pisté toutes ces années, attendant de voir si je reviendrais un jour. Et vous voilà, dit João sombrement. Avec le fils de Ricardo, Eduardo doit être terrifié. Tant mieux, pensa Lívia. Il devrait être terrifié, parce qu'après 30 ans, la justice allait enfin arriver pour sa famille et pour le père de Miguel. Alors qu'ils quittèrent le garage, son téléphone sonna. C'était Renata, son assistante. « Madame Montero, il y a un problème. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Ils vont voter pour vous destituer de votre poste de PDG si vous ne retournez pas immédiatement à São Paulo. » Lívia serra la mâchoire. L'influence d'Eduardo, sans aucun doute, qui allait jusqu'à São Paulo pour essayer de la forcer à quitter Val do Cedro avant qu'elle puisse le dénoncer. « Dites-leur que je participerai à une visioconférence dans 1 heure, dit-elle fermement. Et Renata, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Trouvez tout ce que vous pouvez sur Eduardo Ferreira et ses intérêts commerciaux, surtout les liens avec l'immobilier à São Paulo. Il était temps de riposter. Sur tous les fronts, l'écran de l'ordinateur portable scintillait avec les visages des membres du conseil d'administration de Monteiro Enterprises, leurs expressions étant un mélange d'inquiétude et d'irritation. Lívia était assise le dos droit dans sa chambre d'hôtel, projetant l'autorité calme qu'il avait menée à travers d'innombrables batailles d'entreprise. Cette absence imprévue est totalement inacceptable, dit Victor Almeida, son critique le plus virulent au Conseil. Les actionnaires commencent à s'inquiéter. Il y a des rumeurs selon lesquelles vous avez abandonné la société pour des affaires personnelles. Je n'ai rien abandonné, répondit Lívia froidement. Je m'occupe d'une urgence familiale, comme je vous l'ai indiqué. Ma présence est nécessaire pendant quelques jours encore. Urgence familiale ? Railla Victor. Tout le monde sait que vous n'avez pas de famille, Lívia. C'est pour cela que vous avez eu autant de succès. Pas de distraction, pas d'attache. De sa position dans le coin de la pièce, hors champ, Miguel vit le visage de Lívia se durcir à ces mots. « Ma situation a changé, dit-elle, et je rappellerai au Conseil que je détiens toujours une participation de contrôle dans Monteiro. Enterprises, ce vote pour me destituer est non seulement prématuré, mais aussi juridiquement contestable. » Il y eut des mouvements mal à l'aise parmi les membres du Conseil. Ils s'attendaient à ce qu'elle cède sous la pression, qu'elle se précipite à São Paulo pour protéger sa position. Ils ne comprenaient pas que les enjeux à Val do Cedro étaient bien plus importants que n'importe quelle lutte de pouvoir d'entreprise. « Il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir, » continua Lívia, la voix stable. « J'ai reçu des informations selon lesquelles l'un de nos concurrents a tenté de manipuler les membres du Conseil pour déstabiliser la direction de l'entreprise. J'enquête actuellement sur ces allégations. Si elles s'avèrent vraies, il pourrait y avoir de graves conséquences juridiques pour toute personne impliquée. C'était un bluff calculé, mais il atteignit son but. Plusieurs membres du Conseil eurent soudain l'air mal à l'aise. Je serai de retour à São Paulo la semaine prochaine, termina Lívia. D'ici là, la société continuera à fonctionner normalement sous la direction de l'équipe dirigeante. J'espère que cela répond à vos préoccupations. Sans attendre de réponse, elle termina l'appel. La tension dans ses épaules se relâcha légèrement lorsqu'elle se tourna vers Miguel. « Vous y avez cru ?» demanda-t-il, impressionné par sa gestion du conseil hostile. « La plupart, » admit Lívia. « Eduardo a certainement les ressources et la motivation pour me créer des problèmes à São Paulo. Mais nous ne pouvons pas nous en inquiéter maintenant. Nous devons nous concentrer sur l'obtention de ces preuves dans le hangar à bateaux. » João avait arrangé une rencontre avec Manuel Rodrigues dans sa ferme après le coucher du soleil. Le vieil agriculteur avait été choqué d'apprendre que l'incendie de Mendes n'avait peut-être pas été un accident, et il avait immédiatement offert de les aider à accéder au hangar à bateaux par sa propriété. La ferme Rodrigues borde le côté est du domaine Ferreira, expliqua João alors qu'il traversait le crépuscule naissant. Il y a un ancien sentier qui longe la limite de propriété jusqu'au lac. Il est envahi par la végétation, mais toujours praticable. La ferme Rodrigues était une structure simple et bien entretenue, située au milieu de champs de maïs et de soja. Manuel, un homme buriné dans la soixantaine, les accueillit à la porte avec une détermination solennelle. « Antonio Mendes était un homme bien, » dit-il à Lívia. « Je n'ai jamais cru à ces bêtises à propos de lui ayant allumé cet incendie.
Si Eduardo Ferreira est responsable, il doit en répondre. Le petit-fils de Manuel, un jeune homme robuste nommé Felipe, les guiderait jusqu'au hangar à bateau. Ils partirent à la tombée de la nuit, suivant Felipe sur un sentier étroit qui longeait le bord d'un champ de maïs avant d'entrer dans les bois qui bordaient la propriété Ferreira. « Restez proches », avertit Felipe, « le chemin devient difficile près du lac. » Ils avancèrent dans un silence tendu, utilisant les lampes de poche avec parcimonie pour éviter d'être détectés. La nuit était claire, et un quartier de lune fournissait juste assez de lumière pour voir le chemin. Après environ 20 minutes de marche, ils atteignirent le bord du lac. Le hangar à bateau était visible à environ 100 mètres le long du rivage. « J'attendrai ici », dit João. « Je surveillerai au cas où Eduardo aurait envoyé quelqu'un pour patrouiller les lieux. » Felipe resta également en arrière, laissant Livia et Miguel en tête pour accomplir leurs tâches. Ils s'approchèrent prudemment du hangar à bateau, attentifs à tout signe qu'Eduardo ait découvert la cachette du coffret. La structure semblait intacte, la porte étant toujours mal accrochée à ses gonds. « Reste près de l'entrée et surveille », dit Livia à Miguel, alors qu'ils entraient. Elle se dirigea rapidement vers le coin où ils avaient caché la boîte, fouillant dans le tas de débris jusqu'à ce que ses doigts touchent du métal. « Je l'ai », chuchota-t-elle, sortant la boîte rouillée. Au moment même où ils se retournèrent pour partir, un faisceau de lumière balaya la fenêtre du hangar à bateau. Quelqu'un arrivait. « Vite par l'arrière », siffla Miguel, montrant une porte étroite du côté du lac du bâtiment. Ils sortirent juste au moment où des pas s'approchèrent de l'entrée principale. À travers une fissure dans les planches usées, Livia put voir Eduardo lui-même entrer dans le hangar à bateau, accompagné d'un homme qu'elle ne reconnaissait pas. « Fouillez tout », ordonna Eduardo. « Ce journal et cette bande ne doivent pas quitter cette propriété. » Livia et Miguel s'accroupirent, se faufilant sur le côté du bâtiment vers les bois. Ils avaient presque atteint les arbres lorsque Miguel marcha sur une branche sèche. Le craquement sembla résonner dans le calme de la nuit. « Quelqu'un est là-bas », appela l'homme inconnu. « Près du lac. »« Allez », chuchota Livia, poussant Miguel vers les arbres. « Rejoignez João, je vais les distraire. » Avant qu'il ne puisse protester, elle se déplaça dans la direction opposée, faisant délibérément du bruit pour éloigner ses poursuivants de Miguel. Elle entendit des cris derrière elle, alors qu'elle courait le long du rivage, serrant la précieuse boîte. Le faisceau d'une puissante lampe de poche la rattrapa, la rendant momentanément aveugle. Elle trébucha, manquant de faire tomber la boîte. « Arrêtez-vous là, Olivia !» La voix d'Eduardo fendit les ténèbres. Il se tenait à environ 6 mètres de là, son visage durement éclairé par en dessous par sa lampe de poche. « Donnez-moi la boîte, et nous pouvons mettre fin à cette mascarade. » Livia se redressa, le regardant directement. « Ce n'est pas une mascarade, Eduardo, c'est un meurtre. Vous avez tué ma famille parce que Clara vous a vu ce soir-là. » L'expression d'Eduardo se tordit de colère. « Votre frère a séduit Clara. Il l'a retournée contre sa propre famille. Les Mendes ont toujours essayé de s'élever au-dessus de leurs conditions, de prendre ce qui appartenait aux Ferreira. Alors vous les avez brûlés vifs ?» La voix de Livia tremblait de rage. « Mes parents? Mon frère? Tout cela à cause de votre orgueil familial tordu? J'ai fait ce qui était nécessaire, » dit Eduardo froidement. L'héritage Ferreira devait être protégé. Clara n'était qu'une fille insensée. Elle aurait tout ruiné en introduisant un enfant Mendes dans notre famille. Les aveux restèrent suspendus dans l'air nocturne. Livia serra la boîte plus fort. « Et maintenant, vous l'avez avoué. C'est fini, Eduardo. » Un sourire cruel se répandit sur son visage. « Qui va vous croire? La parole d'une femme qui a abandonné Vel do Cedro il y a 30 ans contre le maire, une vieille boîte rouillée avec un contenu invérifiable? Je dirais que vous avez tout inventé à cause d'un besoin pathétique de trouver une conclusion. Ce ne sera pas seulement sa parole. » Miguel sortit de l'ombre, João et Felipe derrière lui. « Ce sera la nôtre. » La tête d'Eduardo se tourna brusquement, son visage se relâchant de choc. « Vous... J'ai tout entendu, » dit Miguel, sa jeune voix ferme. « Vous avez tué mon père, vous l'avez avoué. Et nous aussi nous l'avons entendu, » ajouta João en s'avançant. « Il est temps que la vérité éclate, Eduardo. Trop d'années se sont écoulées avec vos mensonges qui empoisonnent cette ville. » Le compagnon d'Eduardo bougea soudainement, sortant quelque chose de sa veste. L'éclat du métal attrapa la lumière de la lune. Un pistolet. « Personne ne poussera les choses plus loin, » grogna Eduardo. « Vous aurez tous un accident tragique au lac ce soir. Dommage, vraiment. »
Livia se tendit, calculant la distance jusqu'aux arbres, se demandant si elle pourrait attirer leur tir assez longtemps pour que Miguel s'échappe. Mais avant que quiconque ne puisse bouger, le bruit de plusieurs pas vint de la direction des bois. « Posez l'arme », dit une voix autoritaire. Un faisceau de lampes de poche illumina la scène, puis un autre, puis plusieurs autres. Le chef Torres de la police de Val do Cedro apparut, flanqué de plusieurs officiers. Derrière eux vinrent Elena, s'appuyant sur sa canne, et à la grande surprise de Livia, Renata, son assistante de São Paulo. « Que signifie tout cela ?» demanda Eduardo, bien que sa voix ait perdu de sa confiance. « Nous avons reçu des informations concernant un crime potentiel au lac ce soir, » dit Torres, le ton professionnel, mais les yeux durs fixés sur le pistolet dans la main du complice. « Il semble que nous soyons arrivés juste à temps. » L'homme armé hésita, regardant Eduardo pour obtenir des instructions. « Posez-la, Marcos, siffla Eduardo. C'est un malentendu. Nous avons surpris des intrus sur la propriété Ferreira. Ce n'est pas comme ça que ça nous a paru, répondit Torres. Nous avons entendu vos aveux, Eduardo, à propos de l'incendie de Mendes, à propos du meurtre de la famille d'Olivia à cause de Clara Ferreira et de Ricardo Mendes. Le visage d'Eduardo se tordit de rage et de peur. Vous n'avez aucune preuve, aucune qui tiendrait devant un tribunal. Livia s'avança, tenant la boîte. Nous avons le journal de Clara détaillant ce qu'elle a vu ce soir-là et un enregistrement sur bande qu'elle a fait. Et nous avons ça, dit Renata, tenant son téléphone. J'enregistre depuis notre arrivée. Vos aveux sont maintenant sauvegardés sur un serveur sécurisé à São Paulo. Eduardo se jeta sur Renata, mais Torres bougea rapidement, bloquant son chemin. Eduardo Ferreira, vous êtes arrêté pour les meurtres d'Antonio, Maria et Ricardo Mendes. Alors que Torres menottait Eduardo, le calme du maire se brisa enfin. Vous ne comprenez pas, grogna-t-il. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour cette ville. Les Ferreira ont bâti Val do Cedro. Nous ne pouvions pas laisser une affaire. L'enfant illégitime de Clara et d'un Mendes la salir. Miguel sursauta à ces mots, mais ne cède pas. Cet enfant illégitime est là, devant vous, dit-il. Je suis le fils de Ricardo Mendes, et je ne vais nulle part. Alors que la police emmenait Eduardo et son complice, Livia se tourna vers Renata, stupéfaite. « Comment es-tu arrivé ici? Et comment savais-tu où nous trouver ?» Renata, « Souris, vous m'avez demandé d'enquêter sur Eduardo Ferreira, vous vous souvenez. J'ai trouvé des liens entre lui et certains membres de notre conseil d'administration, des arrangements financiers qui expliquaient la soudaine réunion d'urgence. Ne pouvant pas vous joindre, je me suis inquiété et j'ai pris l'avion. Pour Val do Cedro. Elena m'a trouvé à l'hôtel et m'a raconté ce qui se passait. Elena hocha la tête, la satisfaction visible sur son visage buriné. J'ai aussi appelé le chef Torres. Il était l'ami d'Antonio à l'école. Je savais qu'il voudrait être là lorsque la vérité serait enfin révélée. Livia se sentait submergée par le soutien qui s'était matérialisé au moment où elle en avait le plus besoin. Pendant 30 ans, elle n'avait compté sur personne, s'était construite des murs pour éviter précisément ce genre de vulnérabilité. Pourtant, ce n'est qu'en s'ouvrant aux autres, à Miguel, à Elena, à João, même à Renata, qu'elle avait enfin obtenu justice pour sa famille. Dans les jours qui suivirent, Val do Cedro fut transformé par les révélations. Les aveux d'Eduardo firent les gros titres de l'actualité nationale, et l'histoire du meurtre longtemps dissimulé de la famille Mendes fit l'objet d'un examen minutieux. Le journal intime de Clara et la cassette, qui contenait son récit en larmes de la vue d'Eduardo près de la maison des Mendes avec un bidon d'essence, suivi de ses menaces à son encontre, fournirent des preuves accablantes. D'autres habitants commencèrent également à parler, partageant des soupçons qu'ils nourrissaient depuis des années, mais qu'ils avaient eu trop peur d'exprimer tant qu'Eduardo détenait le pouvoir. L'affaire contre lui se renforçait à chaque nouvelle déclaration. Une semaine après l'arrestation d'Eduardo, Livia et Miguel se tenaient ensemble sur la tombe de la famille Mendes. Ils avaient apporté des fleurs fraîches et une petite plaque qui disait « Ricardo, Mendes, père, frère, fils aimé. » « Penses-tu qu'il m'aurait aimé ?» demanda Miguel doucement tandis qu'ils disposèrent les fleurs. Livia sourit, passant un bras autour des épaules de son neveu. « Il t'aurait adoré. Ricardo avait le plus grand cœur que j'ai jamais connu. Il aurait été si fier du jeune homme que tu es devenu. » Miguel se blottit dans ses bras, les premières larmes qu'elle le voyait verser se libérant enfin. « J'aurais aimé le connaître, et mes grands-parents. Moi aussi, »
dit Livia doucement. Mais grâce à toi, une partie d'eux vit encore. Tu as les yeux de Ricardo, la détermination de mon père et la bonté de ma mère. » Ils restèrent en silence complice pendant quelques minutes de plus, avant de retourner vers la ville. En passant devant les restes calcinés de la maison familiale Mendes, Livia s'arrêta, étudiant le terrain envahi par la végétation avec des yeux nouveaux. « J'y réfléchissais, dit-elle. Ce terrain m'appartient toujours, légalement. Je ne l'ai jamais vendu. Je n'ai jamais pu me résoudre à m'en séparer. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Demanda Miguel. Je pensais que nous pourrions peut-être construire quelque chose ici. Pas une maison. Je ne pense pas que... Je pourrais jamais vivre à Val do Cedro à nouveau, mais peut-être un centre communautaire. Un endroit où les jeunes pourraient se réunir, étudier, trouver des opportunités qui pourraient les mener au-delà de cette ville, s'ils le souhaitent. Miguel hocha la tête pensivement. J'aime cette idée. Un nouveau départ, mais qui honore le passé. Alors qu'il continuait à marcher, une autre pensée frappa Livia. Et toi, Miguel, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu pourrais venir à São Paulo avec moi si tu veux. Il y a beaucoup de place dans mon appartement et de bonnes écoles à proximité. L'offre s'était formée dans son esprit toute la semaine, devenant plus forte au fur et à mesure qu'elle apprenait à connaître ce garçon remarquable qui était le fils de son frère. L'idée de retourner à sa vie solitaire à São Paulo, de laisser Miguel derrière elle, était devenue de plus en plus douloureuse. Miguel leva les yeux vers elle, l'espoir illuminant ses yeux. « Vraiment? Tu voudrais que je vive avec toi ?»« Plus que tout, » dit Livia, surprise par la certitude de sa propre voix. « Tu es ma famille, Miguel, la seule famille qu'il me reste. Je ne veux plus te perdre. » Son visage s'illumina d'un large sourire. « J'aimerais ça. Beaucoup. » Renata les attendait à l'hôtel, organisant déjà la logistique de leur retour à São Paulo. « Le conseil d'administration attend avec impatience votre retour, Madame Monteiro, » a-t-elle déclaré, surtout après la nouvelle de la tentative d'Eduardo Ferreira de manipuler la direction de l'entreprise. « Votre poste est assuré. Merci, Renata. Mais il y aura quelques changements à notre retour, » a déclaré Livia. « Je travaillerai moins d'heures pour commencer, et nous devrons préparer la chambre d'amis dans mon appartement. Miguel va maintenant vivre avec moi. » La surprise de Renata laissa rapidement place à un sourire chaleureux. « Je vais tout arranger. Et puis-je dire que je trouve que c'est une merveilleuse décision. » Plus tard, dans la soirée, ils rendirent une dernière visite à Helena avant leur départ. La vieille femme les accueillit dans sa petite maison bleue, les yeux brillants d'émotion. « Clara serait si heureuse de savoir que vous deux vous êtes retrouvés, » dit-elle en leur servant du thé. C'était son vœu le plus cher que Miguel connaisse un jour, la famille de son père. « J'aimerais pouvoir la remercier, » dit Livia, « pour avoir préservé la vérité toutes ces années, pour avoir élevé un si bon fils. » Helena sourit doucement. « Tu peux la remercier en donnant à Miguel l'amour et la famille qu'il mérite. C'est tout ce que Clara a toujours voulu pour lui. » Avant de partir, Helena glissa quelque chose dans la main de Miguel, une photographie délavée montrant un adolescent et une adolescente assis au bord du lac, leur visage illuminé par le jeune amour, Ricardo et Clara, expliqua Helena. « J'ai pris cette photo cet été-là lorsqu'ils m'ont demandé de leur apporter à manger au hangar à bateau. Ils avaient tellement peur d'être découverts, mais ils étaient si déterminés à être ensemble. » Miguel fixa l'image de ses parents, traçant leurs traits avec un doigt délicat. « Ils ont l'air heureux, » dit-il doucement. « Ils l'étaient, » l'assura Helena. « N'en doute jamais. Quoi qu'il se soit passé après, ils ont eu cet été parfait ensemble. Et ils t'ont créé, le meilleur d'eux deux. » Lors de leur dernier matin à Val do Cedro, Livia et Miguel rendirent visite à João dans son garage pour lui dire au revoir. Il travaillait sous un tracteur lorsqu'ils arrivèrent, mais il sortit rapidement, s'essuyant les mains sur un vieux chiffon. « Vous retournez donc dans la grande ville, » dit-il, son expression un mélange de tristesse et de compréhension. « Oui, mais nous reviendrons, » l'assura Livia. « Nous avons un centre communautaire à construire, après tout, et Miguel devrait en savoir plus sur l'endroit où son père a grandi. » João hocha la tête. « Je garderai un œil sur votre propriété jusqu'à ce moment-là. Je veillerai à ce que personne ne la dérange. » Il y eut une pause gênée, 30 ans de séparation et de paroles non dites planant entre eux. « João, » dit enfin Livia, « merci de nous avoir aidés à découvrir la vérité. Je sais que ça n'a pas dû être facile
après être resté silencieux si longtemps. Il détourna le regard, la honte et le soulagement se battant sur son visage. Buriné. J'aurais dû parler à l'époque. Peut-être que les choses auraient été différentes. Peut-être, admit Livia. Mais nous ne pouvons pas changer le passé. Nous pouvons seulement décider quoi faire du présent. Elle lui tendit la main. Ami, João la prit, sa prise ferme et chaleureuse. Ami, alors qu'ils quittaient Val do Cedro plus tard ce jour-là, Livia regarda dans le rétroviseur la ville qui s'éloignait derrière eux. Le poids qu'elle portait depuis 30 ans, le chagrin, les questions sans réponse, l'isolement qu'elle s'était imposé, semblait plus léger d'une certaine manière. Pas complètement disparu. Peut-être qu'il ne le serait jamais, mais supportable maintenant. À côté d'elle, Miguel regardait le paysage changer alors qu'ils se dirigeaient vers São Paulo, vers leur nouvelle vie ensemble. Il tenait la photographie de ses parents contre son cœur, un lien tangible avec le passé qu'il n'avait jamais connu. « Penses-tu que nous nous en sortirons ?» demanda-t-il, une pointe d'incertitude dans la voix. « Vivre ensemble dans la ville, je veux dire. Tout va être très différent. » Livia sourit, se penchant pour lui serrer la main. « Je pense que nous trouverons notre chemin. C'est ce que font les familles. » Famille. Le mot ne semblait plus étranger sur sa langue. Quelque part sur la route sinueuse qui l'avait ramenée à Val do Cedro, au douloureux passé qu'elle avait tenté de fuir, Livia Monteiro avait découvert quelque chose d'inattendu, la capacité d'aimer à nouveau, d'appartenir à quelque chose de plus grand que son ambition et son succès, alors qu'il se dirigeait vers São Paulo et l'avenir. Qui les y attendait? Livia ressentait un étrange sentiment de boucle bouclée. Il y a 30 ans, elle avait fui Val do Cedro seule, le cœur brisé, déterminée à ne jamais regarder en arrière. Maintenant, elle repartait, mais cette fois avec son neveu à ses côtés, la vérité enfin révélée et la promesse de revenir. Certains appelleraient cela le destin. D'autres diraient que c'était simplement la collision inévitable du passé et du présent. Mais en pensant à la rencontre fortuite avec un garçon sans chaussures devant une gare routière, un garçon qui s'est avéré être le fils de son frère, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si les destins n'étaient pas oubliés après tout, simplement retardés jusqu'au moment opportun. La route s'étendait devant eux, et pour la première fois en 3 décennies, Livia se retrouva à regarder avec impatience ce qui l'attendait plutôt qu'à fuir ce qui se trouvait derrière. Quels que soient les défis qui les attendaient à São Paulo, s'adapter à la vie ensemble, naviguer dans la complexité de devenir soudainement une famille, concilier ses responsabilités professionnelles avec son nouveau rôle de tutrice de Miguel, ils les affronteraient ensemble. Et dans cette union, peut-être trouveraient-ils tous deux la guérison qui leur avait échappé si longtemps. Tante Livia, la voix de Miguel interrompit ses pensées. C'était la première fois qu'il utilisait ce titre, et cela envoya un courant chaud à travers son cœur. « Oui, Miguel, je suis content de t'avoir trouvé, même si c'était par hasard. » Livia sourit, se souvenant de sa décision impulsive d'acheter un billet de bus pour l'enfant d'un étranger, une décision qui avait tout changé. « Ce n'était pas un hasard, » dit-elle doucement. « C'était le destin. » Les gratte-ciel de São Paulo apparaissaient au loin, des tours brillantes atteignant les nuages. Mais le regard de Livia était attiré par le jeune garçon à ses côtés, vers l'avenir qu'ils construiraient ensemble, un avenir qui honorait le passé sans être emprisonné par lui. Le bâtiment de Monteiro Enterprises se dresserait toujours. Parmi ces gratte-ciel, elle serait toujours Livia Monteiro, femme d'affaires prospère. Mais maintenant, elle serait aussi tante Livia, famille pour Miguel, fille d'Antonio et Maria, sœur de Ricardo. Toutes les parties d'elle-même qu'elle avait essayé de laisser derrière elle à Val do Cedro revenaient avec elle, enfin intégrées dans un tout complet. Alors qu'ils entraient dans les limites de la ville, Miguel baissa sa vitre, laissant la brise chaude lui décoiffer les cheveux. « Ça sent différent ici, » observa-t-il. « Plus animé, plus vivant. C'est vrai, » acquiesça Livia. « São Paulo ne s'arrête jamais de bouger, ne s'arrête jamais de changer. Tu vas aimer, je pense. Et si tu n'aimes pas, on peut toujours explorer d'autres options. Ce qui compte, c'est qu'on est ensemble maintenant. » Miguel hocha la tête, son expression solennelle mais pleine d'espoir. « Ensemble, » répéta-t-il. « Une famille. » Livia sentit des larmes piquer ses yeux, mais pour une fois, ce n'étaient pas des larmes de chagrin ou de regret. C'était
Des larmes de reconnaissance, d'acceptation, de gratitude pour le cadeau inattendu qui lui était parvenu par la tragédie et la perte. Le destin qu'elle avait essayé d'oublier l'avait finalement retrouvé.